Chapitre 36. Ici se termine ce que j'ai appelé le journal du bord, heureusement sauvé du naufrage. Je reprends mon récit comme devant. Ce qui se passa au choc du radeau contre les écueils de la côte, je ne saurais le dire. Je me sentis précipité dans les flots, et si j'échappais à la mort, si mon corps ne fut pas déchiré sur les rocs aigus, c'est que le bras vigoureux de Hans me retira de l'abîme. Le courageux Islandais me transporta hors de la portée des vagues sur un sable brûlant où je me trouvais côte à côte avec mon oncle. Puis il revint vers ces rochers auxquels se heurtaient les lames furieuses afin de sauver quelques épaves du naufrage. Je ne pouvais parler. J'étais brisé d'émotion et de fatigue. Il me fallut une grande heure pour me remettre. Cependant une pluie diluvienne continuait à tomber, mais avec ce redoublement qui annonce la fin des orages. Quelques rocs superposés nous offrirent un abri contre les torrents du ciel. Hans prépara des aliments auxquels je ne pus toucher, et chacun de nous, épuisé par l'éveil de 3 nuits, tomba dans un douloureux sommeil. Le lendemain, le temps était magnifique. Le ciel et la mer s'étaient apaisés d'un commun accord, toute trace de tempête avait disparu. Ce furent les paroles joyeuses du professeur qui saluèrent mon réveil. Il était d'une gaieté terrible. Eh bien, mon garçon, s'écria-t-il, as-tu bien dormi? N'eût-on pas dit que nous étions dans la maison de Königstrasse, que je descendais tranquillement pour déjeuner, que mon mariage avec la pauvre Graüben allait s'accomplir ce jour même? Hélas, pour peu que la tempête eût jeté le radeau dans l'est, nous avions passé sous l'Allemagne, sous ma chère ville de Hambourg, sous cette rue où demeurait tout ce que j'aimais au monde. Alors 40 lieues m'en séparaient à peine, mais 40 lieues verticales, d'un mur de granit, et en réalité plus de 1000 lieues à franchir. Toutes ces douloureuses réflexions traversèrent rapidement mon esprit avant que je ne répondisse à la question de mon oncle. Ah ça, répéta-t-il, tu ne veux pas dire si tu as bien dormi? Très bien, répondis-je, je suis encore brisé, mais cela ne sera rien. Absolument rien, un peu de fatigue, voilà tout. Mais vous me paraissez bien gai ce matin, mon oncle. Enchanté, mon garçon, enchanté. Nous sommes arrivés. Au terme de notre expédition? Non, mais au bout de cette mer qui n'en finissait pas. Nous allons reprendre maintenant la voie de terre et nous enfoncer véritablement dans les entrailles du globe. Mon oncle, permettez-moi de vous faire une question. Je te le permets, Axel. Et le retour? Le retour? Ah, tu penses à revenir, quand on n'est pas même arrivé? Non, je veux seulement demander comment il s'effectuera. De la manière la plus simple au monde. Une fois arrivés au centre du sphéroïde, ou nous trouverons une route nouvelle pour remonter à sa surface, ou nous reviendrons, tout bourgeoisement, par le chemin déjà parcouru. J'aime à penser qu'il ne se fermera pas derrière nous. Alors il faudra remettre le radeau en bon état. Nécessairement. Mais les provisions, en reste-t-il assez pour accomplir toutes ces grandes choses? Oui, certes. Hans est un garçon habile, et je suis sûr qu'il a sauvé la plus grande partie de la cargaison. Allons nous en assurer d'ailleurs. Nous quittâmes cette grotte ouverte à toutes les brises. J'avais un espoir, qui était en même temps une crainte. Il me semblait impossible que le terrible abordage du radeau n'eût pas anéanti tout ce qu'il portait. Je me trompais. À mon arrivée sur le rivage, j'aperçus Hans au milieu d'une foule d'objets rangés avec ordre. Mon oncle lui serra la main avec un vif sentiment de reconnaissance. Cet homme, d'un dévouement surhumain, dont on ne trouverait peut-être pas d'autre exemple, avait travaillé pendant que nous dormions et sauvé les objets les plus précieux au péril de sa vie. Ce n'est pas que nous n'eussions fait des pertes assez sensibles, nos armes par exemple, mais enfin on pouvait s'en passer. La provision de poudre était demeurée intacte, après avoir failli sauter pendant la tempête. Eh bien, s'écria le professeur, puisque les fusils manquent, nous en serons quittes pour ne pas chasser. Bon, mais les instruments? Voici le manomètre, le plus utile de tous, et pour lequel j'aurais donné les autres. Avec lui, je pus calculer la profondeur et savoir quand nous aurons atteint le centre. Sans lui, nous risquerions d'aller au-delà et de ressortir par les antipodes. Cette gaieté était féroce. Mais la boussole, demandai-je. La voici, sur ce rocher, en parfait état, ainsi que le chronomètre et les thermomètres. Ah, le chasseur est un homme précieux. Il fallait bien le reconnaître, en fait d'instruments, rien ne manquait. Quant aux outils et aux engins, j'aperçus épars sur le sable, échelles, cordes, pics, pioches, etc. Cependant, il y avait encore la question des vivres à élucider.
Et les provisions, dis-je. Voyons les provisions, répondit mon oncle. Les caisses qui les contenaient étaient alignées sur la grève dans un parfait état de conservation. La mère les avait respectées pour la plupart, et somme toute, en biscuits, viande salée, genièvre et poissons secs, on pouvait compter encore sur 4 mois de vivres. 4 mois, s'écria le professeur. Nous avons le temps d'aller et de revenir. Et avec ce qui restera, je veux donner un grand dîner à tous mes collègues du Johannium. J'aurais dû être habitué depuis longtemps au tempérament de mon oncle. Et pourtant cet homme-là m'étonnait toujours. Maintenant, dit-il, nous allons refaire notre provision d'eau avec la pluie que l'orage a versée dans tous ces bassins de granit. Par conséquent, nous n'avons pas à craindre d'être pris par la soif. Quant au radeau, je vais recommander à Hans de le réparer de son mieux, quoique ils ne doivent plus nous servir, j'imagine. Comment cela, m'écriai-je. Une idée à moi, mon garçon. Je crois que nous ne sortirons pas par où nous sommes entrés. Je regardai le professeur avec une certaine défiance. Je me demandais s'il n'était pas devenu fou. Et cependant, il ne savait pas si bien dire. Allons déjeuner, reprit-il. Je le suivis sur un cap élevé, après qu'il eut donné ses instructions au chasseur. Là, de la viande sèche, du biscuit et du thé composèrent un excellent repas, et je dois l'avouer, un des meilleurs que j'eusse fait de ma vie. Le besoin, le grand air, le calme après les agitations, tout contribuait à me mettre en appétit. Pendant le déjeuner, je posai à mon oncle la question de savoir où nous étions en ce moment. Cela, dis-je, me paraît difficile à calculer. À calculer exactement, oui, répondit-il. C'est même impossible, puisque pendant ces 3 jours de tempête, je n'ai pu tenir note de la vitesse et de la direction du radeau. Mais cependant, nous pouvons relever notre situation à l'estime. En effet, la dernière observation a été faite à l'îlot du Geyser. À l'îlot Axel, mon garçon. Ne décline pas cet honneur d'avoir baptisé de ton nom la première île découverte au centre du massif terrestre. Soit, à l'îlot Axel, nous avions franchi environ 270 lieues de mer, et nous nous trouvions à plus de 600 lieues de l'Islande. Bien, partons de ce point alors, et comptons 4 jours d'orage, pendant lesquels notre vitesse n'a pas dû être inférieure à 80 lieues par 24 heures. Je le crois. Ce serait donc 300 lieues à ajouter. Oui. Et la mer Lindenbrock aurait à peu près 600 lieues d'un rivage à l'autre. Sais-tu bien, Axel, qu'elle peut lutter de grandeur avec la Méditerranée? Oui, surtout si nous ne l'avons traversée que dans sa largeur. Ce qui est fort possible. Et chose curieuse, ajoutai-je, si nos calculs sont exacts, nous avons maintenant cette Méditerranée sur notre tête. Vraiment. Vraiment, car nous sommes à 900 lieues de Reykjavik. Voilà un joli bout de chemin, mon garçon. Mais que nous soyons plutôt sous la Méditerranée que sous la Turquie ou sous l'Atlantique, cela ne peut s'affirmer que si notre direction n'a pas dévié. Non, le vent paraissait constant. Je pense donc que ce rivage doit être situé au sud-est de Port Gräuben. Bon, il est facile de s'en assurer en consultant la boussole. Allons consulter la boussole. Le professeur se dirigea vers le rocher sur lequel Hans avait déposé les instruments. Il était gai, allègre, il se frottait les mains, il prenait des pauses. Un vrai jeune homme. Je le suivis, assez curieux de savoir si je ne me trompais pas dans mon estime. Arrivé au rocher, mon oncle prit le compas, le posa horizontalement et observa l'aiguille, qui, après avoir oscillé, s'arrêta dans une position fixe sous l'influence magnétique. Mon oncle regarda, puis il se frotta les yeux et regarda de nouveau. Enfin il se retourna de mon côté, stupéfait. Qu'y a-t-il demandai-je. Il me fit signe d'examiner l'instrument. Une exclamation de surprise m'échappa. La fleur de l'aiguille marquait le nord, là où nous supposions le midi. Elle se tournait vers la grève au lieu de montrer la pleine mer. Je remuai la boussole, je l'examinai. Elle était en parfait état. Quelque position que l'on fît prendre à l'aiguille, celle-ci reprenait obstinément cette direction inattendue. Ainsi donc, il ne fallait plus en douter. Pendant la tempête, une saute de vent s'était produite dont nous ne nous étions pas aperçus et avait ramené le radeau vers les rivages que mon oncle croyait laisser derrière lui. Chapitre 37. Il me serait impossible de peindre la succession des sentiments qui agitèrent le professeur Lindenbrock. La stupéfaction, l'incrédulité, et enfin la colère. Jamais je ne vis un homme si décontenancé d'abord, si irrité ensuite. Les fatigues de la traversée, les dangers courus,
Tout était à recommencer. Nous avions reculé au lieu de marcher en avant. Mais mon oncle reprit rapidement le dessus. Ah. La fatalité me joue de pareils tours, s'écria-t-il. Les éléments conspirent contre moi. L'air, le feu et l'eau combinent leurs efforts pour s'opposer à mon passage. Eh bien, l'on saura ce que peut ma volonté. Je ne céderai pas. Je ne reculerai pas d'une ligne, et nous verrons qui l'emportera de l'homme ou de la nature. Debout sur le rocher, irrité, menaçant, Otto Lindenbrock, pareil au farouche Ajax, semblait défier les dieux. Mais je jugeais à propos d'intervenir et de mettre un frein à cette fougue insensée. Écoutez-moi, lui dis-je d'un ton ferme. Il y a une limite à toute ambition ici-bas. Il ne faut pas lutter contre l'impossible. Nous sommes mal équipés pour un voyage sur mer. 500 lieues ne se font pas sur un mauvais assemblage de poutres avec une couverture pour voile, un bâton en guise de mât et contre les vents déchaînés. Nous ne pouvons gouverner. Nous sommes le jouet des tempêtes, et c'est agir en fou que de tenter une seconde fois cette impossible traversée. De ces raisons, toutes irréfutables, je pus dérouler la série pendant 10 minutes sans être interrompu. Mais cela vint uniquement de l'inattention du professeur, qui n'entendit pas un mot de mon argumentation. Au radeau s'écria-t-il. Telle fut sa réponse. J'eus beau faire, supplier, m'emporter, je me heurtai à une volonté plus dure que le granit. Hans achevait en ce moment de réparer le radeau. On eût dit que cet être bizarre devinait les projets de mon oncle. Avec quelques morceaux de surtabrandour, il avait consolidé l'embarcation. Une voile s'y élevait déjà, et le vent jouait dans ses plis flottants. Le professeur dit quelques mots au guide, et aussitôt celui-ci d'embarquer les bagages et de tout disposer pour le départ. L'atmosphère était assez pure, et le vent nord-ouest tenait bon. Que pouvais-je faire? Résister seul contre deux? Impossible. Si encore Hans se fût joint à moi. Mais non. Il semblait que l'Islandais eût mis de côté toute volonté personnelle, et fait vœu d'abnégation. Je ne pouvais rien obtenir d'un serviteur aussi inféodé à son maître. Il fallait marcher en avant. J'allais donc prendre sur le radeau ma place accoutumée, quand mon oncle m'arrêta de la main. Nous ne partirons que demain, dit-il. Je fis le geste d'un homme résigné à tout. Je ne dois rien négliger, reprit-il, et puisque la fatalité m'a poussé sur cette partie de la côte, je ne la quitterai pas sans l'avoir reconnue. Cette remarque sera comprise quand on saura que nous étions revenus au rivage du nord, mais non pas à l'endroit même de notre premier départ. Port Graüben devait être situé plus à l'ouest. Rien de plus raisonnable dès lors que d'examiner avec soin les environs de ce nouvel atterrissage. Allons à la découverte, dis-je. Et laissant Hans à ses occupations, nous voilà partis. L'espace compris entre les relais de la mer et le pied des contreforts était fort large. On pouvait marcher une demi-heure avant d'arriver à la paroi des rochers. Nos pieds écrasaient d'innombrables coquillages de toutes formes et de toutes grandeurs, où vécurent les animaux des premières époques. J'apercevais aussi d'énormes carapaces, dont le diamètre dépassait souvent 15 pieds. Elles avaient appartenu à ces gigantesques glyptodons de la période pliocène, dont la tortue moderne n'est plus qu'une petite réduction. En outre, le sol était semé d'une grande quantité de débris pierreux, sortes de galets arrondis par la lame et rangés en lignes successives. Je fus donc conduit à faire cette remarque que la mer devait occuper autrefois cet espace. Sur les rocs éparses et maintenant hors de ses atteintes, les flots avaient laissé des traces évidentes de leur passage. Ceci pouvait expliquer jusqu'à un certain point l'existence de cet océan, à 40 lieues au-dessous de la surface du globe. Mais suivant moi, cette masse liquide devait se perdre peu à peu dans les entrailles de la terre, et elle provenait évidemment des eaux de l'océan, qui se firent jour à travers quelques fissures. Cependant, il fallait admettre que cette fissure était actuellement bouchée, car toute cette caverne, ou mieux cet immense réservoir, se fut remplie dans un temps assez court. Peut-être même cette eau, ayant eu à lutter contre des feux souterrains, s'était-elle vaporisée en partie. De là l'explication des nuages suspendus sur notre tête et le dégagement de cette électricité qui créait des tempêtes à l'intérieur du massif terrestre. Cette théorie des phénomènes dont nous avions été témoins me paraissait satisfaisante, car pour grandes que soient les merveilles de la nature, elles sont toujours explicables par des raisons physiques. Nous marchions donc sur une sorte de terrain sédimentaire, formé par les eaux comme tous les terrains de cette période, si largement distribués à la surface du globe. Le professeur examinait attentivement chaque interstice de roche. Qu'une ouverture existât, et il devenait important pour lui d'en sonder la profondeur. Pendant un mille, nous avons côtoyé les rivages de la mer Lindenbrock, quand le sol changea subitement d'aspect. Il paraissait bouleversé,
convulsionnés par un exhaussement violent des couches inférieures. En maints endroits, des enfoncements ou des soulèvements attestaient une dislocation puissante du massif terrestre. Nous avancions difficilement sur ces cassures de granit, mélangées de silex, de quartz et de dépôts alluvionnaires, lorsqu'un champ, plus qu'un champ, une plaine d'ossements apparut à nos regards. On eût dit un cimetière immense où les générations de 20 siècles confondaient leur éternelle poussière. De hautes exhumescences de débris s'étageaient au loin. Elles ondulaient jusqu'aux limites de l'horizon et s'y perdaient dans une brume fondante. Là, sur 3 miles carrés peut-être, s'accumulait toute l'histoire de la vie animale, à peine écrite dans les terrains trop récents du monde habité. Cependant, une impatiente curiosité nous entraînait. Nos pieds écrasaient avec un bruit sec les restes de ces animaux antéhistoriques et ces fossiles dont les muséums des grandes cités se disputent les rares et intéressants débris. L'existence de 1000 cuviers n'aurait pas suffi à recomposer les squelettes des êtres organiques couchés dans ce magnifique ossuaire. J'étais stupéfait. Mon oncle avait levé ses grands bras vers l'épaisse voûte qui nous servait de ciel. Sa bouche ouverte démesurément, ses yeux fulgurants sous la lentille de ses lunettes, sa tête, remuant de haut en bas, de gauche à droite, toute sa posture enfin dénotait un étonnement sans bornes. Il se trouvait devant une inappréciable collection de leptothérium, de méricothérium, de lopiodon, d'anoplothérium, de mégathérium, de mastodontes, de protopithèques, de ptérodactyles, de tous les monstres antédiluviens entassés pour sa satisfaction personnelle. Qu'on se figure un bibliomane passionné transporté tout à coup dans cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie brûlée par Omar, et qu'un miracle aurait fait renaître de ses cendres. Tel était mon oncle, le professeur Lindenbrock. Mais ce fut un bien autre émerveillement, qu'en courant à travers cette poussière organique, il saisit un crâne dénudé et s'écria d'une voix frémissante. « Axel, Axel ! Une tête humaine !»« Une tête humaine ! Mon oncle !» répondis-je non moins stupéfait. « Oui, neveu. Ah ! Monsieur Milne Edwards, ah, monsieur le quatrephage, que n'êtes-vous là où je suis, moi, Otto Lindenbrock ?» Chapitre 38. Pour comprendre cette évocation faite par mon oncle à ces illustres savants français, il faut savoir qu'un fait d'une haute importance en paléontologie s'était produit quelque temps avant notre départ. Le 28 mars 1863, des terrassiers fouillant sous la direction de M. Boucher de Perthes les carrières de Moulin-Quignon près d'Abbeville, dans le département de la Somme en France, trouvèrent une mâchoire humaine à 14 pieds au-dessous de la superficie du sol. C'était le premier fossile de cette espèce ramené à la lumière du grand jour. Près de lui se rencontrèrent des haches de pierre et des silex taillés, colorés et revêtus par le temps d'une patine uniforme. Le bruit de cette découverte fut grand, non seulement en France, mais en Angleterre et en Allemagne. Plusieurs savants de l'Institut français, entre autres messieurs Milne Edwards et de Quatrefages, prirent l'affaire à cœur, démontrèrent l'incontestable authenticité de l'ossement en question, et se firent les plus ardents défenseurs de ce procès de la mâchoire, suivant l'expression anglaise. Aux géologues du Royaume-Uni, qui tinrent le fait pour certain, messieurs Falconer, Busk, Carpenter, etc., se joignirent des savants de l'Allemagne, et parmi eux, au premier rang, le plus fougueux, le plus enthousiaste, mon oncle Lindenbrock. L'authenticité d'un fossile humain de l'époque quaternaire semblait donc incontestablement démontrée et admise. Ce système, il est vrai, avait eu un adversaire acharné dans M. Élie de Beaumont. Ce savant de si haute autorité soutenait que le terrain de Moulin-Quignon n'appartenait pas au diluvium, mais à une couche moins ancienne, et d'accord en cela avec Cuvier, il n'admettait pas que l'espèce humaine eût été contemporaine des animaux de l'époque quaternaire. Mon oncle Lindenbrock, de concert avec la grande majorité des géologues, avait tenu bon, disputé, discuté, et M. Élie de Beaumont était resté à peu près seul de son parti. Nous connaissions tous ces détails de l'affaire, mais nous ignorions que depuis notre départ, la question avait fait des progrès nouveaux. D'autres mâchoires identiques, quoique appartenant à des individus de types divers et de nations différentes, furent trouvées dans les terres meubles et grises de certaines grottes, en France, en Suisse, en Belgique, ainsi que des armes, des ustensiles, des outils, des ossements d'enfants, d'adolescents, d'hommes, de vieillards. L'existence de l'homme quaternaire s'affirmait donc chaque jour davantage. Et ce n'était pas tout. Des débris nouveaux exhumés du terrain tertiaire pliocène avaient permis à des savants plus audacieux encore d'assigner une plus haute antiquité à la race humaine. Ces débris, il est vrai,
n'étaient point des ossements de l'homme, mais seulement des objets de son industrie, des tibias, des fémurs d'animaux fossiles, striés régulièrement, sculptés pour ainsi dire, et qui portaient la marque d'un travail humain. Ainsi, d'un bond, l'homme remontait l'échelle des temps d'un grand nombre de siècles. Il précédait le mastodonte. Il devenait le contemporain de l'Elephas meridionalis. Il avait 100 000 ans d'existence, puisque c'est la date assignée par les géologues les plus renommés à la formation du terrain pliocène. Tel était alors l'état de la science paléontologique, et ce que nous en connaissions suffisait à expliquer notre attitude devant cet ossuaire de la mer Lindenbrock. On comprendra donc les stupéfactions et les joies de mon oncle, surtout quand 20 pas plus loin, il se trouva en présence, on peut dire face à face, avec un des spécimens de l'homme quaternaire. C'était un corps humain absolument reconnaissable. Un sol d'une nature particulière comme celui du cimetière Saint-Michel à Bordeaux l'avait-il ainsi conservé pendant des siècles? Je ne saurais le dire. Mais ce cadavre, la peau tendue et parcheminée, les membres encore moelleux, à la vue du moins, les dents intactes, la chevelure abondante, les ongles des mains et des orteils d'une grandeur effrayante, se montrait à nos yeux tel qu'il avait vécu. J'étais muet devant cette apparition d'un autre âge. Mon oncle, si loquace, si impétueusement discoureur d'habitude, se taisait aussi. Nous avions soulevé ce corps. Nous l'avions redressé. Il nous regardait avec ses orbites caves. Nous palpions son torse sonore. Après quelques instants de silence, l'oncle fut vaincu par le professeur, Otto Lindenbrock, emporté par son tempérament, oublia les circonstances de notre voyage, le milieu où nous étions, l'immense caverne qui nous contenait. Sans doute il se crut au Joanneum, professant devant ses élèves, car il prit un ton doctoral, et s'adressant à un auditoire imaginaire, « Messieurs, dit-il, j'ai l'honneur de vous présenter un homme de l'époque quaternaire. De grands savants ont nié son existence, d'autres non moins grands l'ont affirmé. Les saint Thomas de la paléontologie, s'ils étaient là, le toucheraient du doigt et seraient bien forcés de reconnaître leur erreur. Je sais bien que la science doit se mettre en garde contre les découvertes de ce genre. Je n'ignore pas qu'à l'exploitation des hommes fossiles on fait les Barnum et autres charlatans de même farine. Je connais l'histoire de la rotule d'Ajax, du prétendu corps d'Oreste retrouvé par les Spartiates et du corps d'Astérius, long de 10 coudées dont parle Pausanias. J'ai lu les rapports sur le squelette de Trapani, découvert au XIVe siècle, et dans lequel on voulait reconnaître Polyphène, et l'histoire du géant déterré pendant le XVIe siècle aux environs de Palerme. Vous n'ignorez pas plus que moi, messieurs, l'analyse faite auprès de Lucerne en 1577 de ces grands ossements que le célèbre médecin Félix Plater déclarait appartenir à un géant de 19 pieds. J'ai dévoré les traités de Cassagnon, et tous ces mémoires, brochures, discours et contre-discours publiés à propos du squelette du roi des Cimbres, Teutocobbus, l'envahisseur de la Gaule, exhumé d'une sablonnière du Dauphiné en 1613. Au XVIIIe siècle, j'aurais combattu avec Pierre Camper l'existence des préadamites de Schweitzer. J'ai eu, entre les mains, l'écrit nommé Gigans. Ici reparut l'infirmité naturelle de mon oncle, qui, en public, ne pouvait pas prononcer les mots difficiles. L'écrit nommé Gigant, reprit-il. Il ne pouvait aller plus loin. Gigantéo, impossible. Le mot malencontreux ne voulait pas sortir. On aurait bien ri au Ioannium. Gigantostéologie, acheva de dire le professeur Lindenbrock entre deux jurons. Puis continuant de plus belle et s'animant. Oui, messieurs, je sais toutes ces choses. Je sais aussi que Cuvier et Blumenbach ont reconnu dans ces ossements de simples os de mammouth et autres animaux de l'époque quaternaire. Mais ici, le doute seul sera une injure à la science. Le cadavre est là, vous pouvez le voir, le toucher. Ce n'est pas un squelette, c'est un corps intact, conservé dans un but uniquement anthropologique. Je voulus bien ne pas contredire cette assertion. Si je pouvais le laver dans une solution d'acide sulfurique, dit encore mon oncle, j'en ferais disparaître toutes les parties terreuses et ces coquillages resplendissants qui se sont incrustés en lui. Mais le précieux dissolvant me manque. Cependant tel il est, tel ce corps nous racontera sa propre histoire. Ici le professeur prit le cadavre fossile et le manœuvra avec la dextérité d'un montreur de curiosité. Vous le voyez, reprit-il, il n'a pas 6 pieds de long, et nous sommes loin des prétendus géants. Quant à la race à laquelle il appartient, elle est incontestablement caucasique. C'est la race blanche, c'est la nôtre. Le crâne de ce fossile est régulièrement ovoïde, sans développement des pommettes, sans projection de la mâchoire. Il ne présente aucun caractère de ce prognatisme qui modifie l'angle facial. Mesurez cet angle, il est presque de 90 degrés.
Mais j'irai plus loin encore dans le chemin des déductions, et j'oserais dire que cet échantillon humain appartient à la famille japétique, répandue depuis les Indes jusqu'aux limites de l'Europe occidentale. Ne souriez pas, messieurs. Personne ne souriait, mais le professeur avait une telle habitude de voir les visages s'épanouir pendant ses savantes dissertations. Oui, reprit-il avec une animation nouvelle. C'est là un homme facile, et contemporain des mastodontes dont les ossements emplissent cet amphithéâtre. Mais de vous dire par quelle route il est arrivé là, comment ces couches où il était enfui ont glissé jusque dans cette énorme cavité du globe, c'est ce que je ne me permettrai pas. Sans doute, à l'époque quaternaire, des troubles considérables se manifestaient encore dans l'écorce terrestre. Le refroidissement continu du globe produisait des cassures, des fentes, des failles, où dévalait vraisemblablement une partie du terrain supérieur. Je ne me prononce pas, mais enfin l'homme est là, entouré des ouvrages de sa main, de ses haches, de ces silex taillés qui ont constitué l'âge de pierre, et à moins qu'il n'y soit venu comme moi en touriste, en pionnier de la science, je ne puis mettre en doute l'authenticité de son antique origine. Le professeur se tut, et j'éclatai en applaudissements unanimes. D'ailleurs mon oncle avait raison, et de plus savants que son neveu eussent été fort empêchés de le combattre. Autre indice, ce corps fossilisé n'était pas le seul de l'immense ossuaire. D'autres corps se rencontraient à chaque pas que nous faisions dans cette poussière, et mon oncle pouvait choisir le plus merveilleux de ces échantillons pour convaincre les incrédules. En vérité, c'était un étonnant spectacle que celui de ces générations d'hommes et d'animaux confondus dans ce cimetière. Mais une question grave se présentait que nous n'osions résoudre. Ces êtres animés avaient-ils glissé par une convulsion du sol vers les rivages de la mer Lindenbrock alors qu'ils étaient déjà réduits en poussière? Ou plutôt vécurent-ils ici, dans ce monde souterrain, sous ce ciel factice, naissant et mourant comme les habitants de la terre? Jusqu'ici, les monstres marins, les poissons seuls, nous étaient apparus vivants. Quelque homme de l'abîme errait-il encore sur ces grèves désertes? Chapitre 39. Pendant une demi-heure encore, nos pieds foulèrent ces couches d'ossements. Nous allions en avant, poussés par une ardente curiosité. Quelles autres merveilles renfermait cette caverne? Quel trésor pour la science? Mon regard s'attendait à toutes les surprises, mon imagination à tous les étonnements. Les rivages de la mer avaient depuis longtemps disparu derrière les collines de l'ossuaire. L'imprudent professeur, s'inquiétant peu de s'égarer, m'entraînait au loin. Nous avancions silencieusement, baignés dans les ondes électriques. Par un phénomène que je ne puis expliquer, et grâce à sa diffusion complète alors, la lumière éclairait uniformément les diverses faces des objets. Son foyer n'existait plus en un point déterminé de l'espace et elle ne produisait aucun effet d'ombre. On aurait pu se croire, en plein midi et en plein été, au milieu des régions équatoriales sous les rayons verticaux du soleil. Toute vapeur avait disparu. Les rochers, les montagnes lointaines, quelques masses confuses de forêts éloignées, prenaient un étrange aspect sous l'égale distribution du fluide lumineux. Nous ressemblions à ce fantastique personnage d'Hoffmann qui a perdu son ombre. Après une marche d'1 mille, apparut la lisière d'une forêt immense, mais non plus un de ces bois de champignons qui avoisinaient Port Graüben. C'était la végétation de l'époque tertiaire dans toute sa magnificence. De grands palmiers d'espèces aujourd'hui disparues, de superbes palmacites, des pins, des ifs, des cyprès, des thuyas, représentaient la famille des conifères et se reliaient entre eux par un réseau de lianes inextricables. Un tapis de mousse et d'hépathiques revêtait moelleusement le sol, quelques ruisseaux murmuraient sous ces ombrages peu dignes de ce nom, puisqu'ils ne produisaient pas d'ombre. Sur leurs bords croissaient des fougères arborescentes semblables à celles des serres chaudes du globe habité. Seulement, la couleur manquait à ces arbres, à ces arbustes, à ces plantes, privées de la vivifiante chaleur du soleil. Tout se confondait dans une teinte uniforme, brunâtre et comme passée. Les feuilles étaient dépourvues de leur verdeur, et les fleurs elles-mêmes, si nombreuses à cette époque tertiaire qui les vit naître alors sans couleur et sans parfum, semblaient faites d'un papier décoloré sous l'action de l'atmosphère. Mon oncle Lindenbrock s'aventura sous ces gigantesques taillis. Je le suivis non sans une certaine appréhension. Puisque la nature avait fait là les frais d'une alimentation végétale, pourquoi les redoutables mammifères ne s'y rencontraient-ils pas? J'apercevais dans ces larges clairières que laissaient les arbres abattus et rongés par le temps des légumineuses, des acérines, des rubiacées et 1000 arbrisseaux comestibles chers aux ruminants de toutes les périodes. Puis apparaissaient, confondus et entremêlés, les arbres des contrées si différentes de la surface du globe, le chêne croissant près du palmier, l'eucalyptus australien s'appuyant au sapin de la Norvège, le bouleau du Nord confondant ses branches avec les branches du coris zélandais. C'était à confondre la raison des classificateurs les plus ingénieux de la botanique terrestre.
Soudain je m'arrêtai. De la main, je retins mon oncle. La lumière diffuse permettait d'apercevoir les moindres objets dans la profondeur des taillis. J'avais cru voir. Non, réellement, de mes yeux, je voyais des formes immenses s'agiter sous les arbres. En effet, c'étaient des animaux gigantesques, tout un troupeau de mastodontes, non plus fossiles, mais vivants, et semblables à ceux dont les restes furent découverts en 1801 dans les marais de l'Ohio. J'apercevais ces grands éléphants dont les trompes grouillaient sous les arbres comme une légion de serpents. J'entendais le bruit de leurs longues défenses dont l'ivoire taraudait les vieux troncs. Les branches craquaient, et les feuilles arrachées par masses considérables s'engouffraient dans la vaste gueule de ces monstres. Ce rêve où j'avais vu renaître tout ce monde des temps antéhistoriques, des époques ternaires et quaternaires, se réalisait donc enfin, et nous étions là, seuls, dans les entrailles du globe, à la merci de ces farouches habitants. Mon oncle regardait. Allons, dit-il tout d'un coup en me saisissant le bras. En avant, en avant. Non, m'écriai-je, non. Nous sommes sans armes. Que ferions-nous au milieu de ce troupeau de quadrupèdes géants? Venez, mon oncle, venez. Nulle créature humaine ne peut braver impunément la colère de ces monstres. Nulle créature humaine, répondit mon oncle en baissant la voix. Tu te trompes, Axel. Regarde, regarde là-bas. Il me semble que j'aperçois un être vivant, un être semblable à nous, un homme. Je regardai, haussant les épaules et décidé à pousser l'incrédulité jusqu'à ses dernières limites. Mais quoi que j'en eus, il fallut bien me rendre à l'évidence. En effet, à moins d'un quart de mille, appuyé au tronc d'un coryce énorme, un être humain, un protée de ces contrées souterraines, un nouveau fils de Neptune, gardait cet innombrable troupeau de mastodontes. Imanis pecoris custos, imanior ipse. Oui, imanior ipse. Ce n'était plus l'être fossile dont nous avions relevé le cadavre dans l'ossuaire, c'était un géant, capable de commander à ces monstres. Sa taille dépassait 12 pieds, sa tête, grosse comme la tête d'un buffle, disparaissait dans les broussailles d'une chevelure inculte. On eût dit une véritable crinière, semblable à celle de l'éléphant des premiers âges. Il brandissait de la main une branche énorme, digne houlette de ce berger antédiluvien. Nous étions restés immobiles, stupéfaits. Mais nous pouvions être aperçus, il fallait fuir. Venez, venez, m'écriai-je en entraînant mon oncle qui pour la première fois se laissa faire. Un quart d'heure plus tard, nous étions hors de la vue de ce redoutable ennemi. Et maintenant que j'y songe tranquillement, maintenant que le calme s'est refait dans mon esprit, que des mois se sont écoulés depuis cette étrange et surnaturelle rencontre, que penser, que croire? Non, c'est impossible. Nos sens ont été abusés. Nos yeux n'ont pas vu ce qu'ils voyaient. Nulle créature humaine n'existe dans ce monde subterrestre. Nulle génération d'hommes n'habite ces cavernes inférieures du globe, sans se soucier des habitants de sa surface, sans communication avec eux. C'est insensé, profondément insensé. J'aime mieux admettre l'existence de quelque animal dont la structure se rapproche de la structure humaine, de quelques singes des premières époques géologiques, de quelques protopithèques, de quelques mésopithèques semblables à celui que découvrit M. Lartet dans le gîte ossifère de Sansan, mais celui-ci dépassait par sa taille toutes les mesures données par la paléontologie moderne. N'importe. Un singe, oui, un singe, si invraisemblable qu'il soit, mais un homme vivant, et avec lui toute une génération enfouie dans les entrailles de la terre, jamais. Cependant, nous avions quitté la forêt claire et lumineuse, muets d'étonnement, accablés sous une stupéfaction qui touchait à l'abrutissement. Nous courions malgré nous, c'était une vraie fuite, semblable à ces entraînements effroyables que l'on subit dans certains cauchemars. Instinctivement, nous revenions vers la mer Lindenbrock, et je ne sais dans quelle divagation mon esprit se fut emporté sans une préoccupation qui me ramena à des observations plus pratiques. Bien que je fusse certain de fouler un sol entièrement vierge de nos pas, j'apercevais souvent des agrégations de rochers dont la forme rappelait ceux de Port Graüben. Cela confirmait d'ailleurs l'indication de la boussole et notre retour involontaire au nord de la mer Lindenbrock. C'était parfois à s'y méprendre. Des ruisseaux et des cascades tombaient par centaines des sailles de roc. Je croyais revoir la couche de Surtabrandur, notre fidèle Ansbach et la grotte où j'étais revenu à la vie. Puis quelques pas plus loin, la disposition des contreforts, l'apparition d'un ruisseau, le profil surprenant d'un rocher venaient me rejeter dans le doute. Je fis part à mon oncle de mon indécision. Il hésita, comme moi. Il ne pouvait s'y reconnaître au milieu de ce panorama uniforme. Évidemment, lui dis-je, nous n'avons pas abordé à notre point de départ, mais la tempête nous a ramenés un peu au-dessous, et en suivant le rivage, nous retrouverons Port Graüben. Dans ce cas, répondit mon oncle, il est inutile de continuer cette exploration, et le mieux est de retourner au radeau. Mais ne te trompes-tu pas, Axel?
Il est difficile de se prononcer, mon oncle, car tous ces rochers se ressemblent. Je crois pourtant reconnaître le promontoire au pied duquel Hans a construit l'embarcation. Nous devons être près du petit port, si même ce n'est pas ici, ajoutai-je en examinant une crique que je crus reconnaître. Non, Axel, nous retrouverions au moins nos propres traces, et je ne vois rien. Mais je vois, moi, m'écriai-je en m'élançant vers un objet qui brillait sur le sable. Qu'est-ce donc? Ceci, répondis-je, et je montrai à mon oncle un poignard couvert de rouille que je venais de ramasser. Tiens, dit-il, tu avais donc emporté cette arme avec toi. Moi? Aucunement. Mais vous? Non, pas que je sache, répondit le professeur. Je n'ai jamais eu cet objet en ma possession. Voilà qui est particulier. Mais non, c'est très simple, Axel. Les Islandais ont souvent des armes de cette espèce, et Hans, à qui celui-ci appartient, l'aura perdu. Je secouai la tête. Hans n'avait jamais eu ce poignard en sa possession. Est-ce donc l'arme de quelque guerrier antédiluvien, m'écriai-je, d'un homme vivant, d'un contemporain de ce gigantesque berger? Mais non, ce n'est pas un outil de l'âge de pierre, pas même de l'âge de bronze. Cette lame est d'acier. Mon oncle m'arrêta net dans cette route où m'entraînait une divagation nouvelle. Et de son ton froid, il me dit « Calme-toi, Axel, et reviens à la raison. Ce poignard est une arme du XVIe siècle, une véritable dague, de celles que les gentilshommes portaient à leur ceinture pour donner le coup de grâce. Elle est d'origine espagnole. Elle n'appartient ni à toi, ni à moi, ni aux chasseurs, ni même aux êtres humains qui vivent peut-être dans les entrailles du globe. Oserais-vous dire? Vois, elle ne s'est pas ébréchée ainsi à s'enfoncer dans la gorge des gens. Sa lame est couverte d'une couche de rouille qui ne date ni d'un jour, ni d'un an, ni d'un siècle. Le professeur s'animait, suivant son habitude, en se laissant emporter par son imagination. Axel, reprit-il, nous sommes sur la voie de la grande découverte. Cette lame est restée abandonnée sur le sable depuis 100, 200, 300 ans, et s'est ébréchée sur les rocs de cette mer souterraine. Mais elle n'est pas venue seule, m'écriai-je. Elle n'a pas été se tordre d'elle-même. Quelqu'un nous a précédés. Oui, un homme. Et cet homme? Cet homme a gravé son nom avec ce poignard. Cet homme a voulu encore une fois marquer de sa main la route du centre. Cherchons, cherchons. Et prodigieusement intéressés, nous voilà longeant la haute muraille, interrogeant les moindres fissures qui pouvaient se changer en galeries. Nous arrivâmes ainsi à un endroit où le rivage se resserrait. La mer venait presque baigner le pied des contreforts, laissant un passage large d'une toise au plus. Entre deux avancées de roc, on apercevait l'entrée d'un tunnel obscur. Là, sur une plaque de granit, apparaissaient deux lettres mystérieuses à demi rongées, les deux initiales du hardi et fantastique voyageur. A.S. A.S. s'écria mon oncle. Arne Saknussemm. Toujours Arne Saknussemm. Chapitre 40. Depuis le commencement du voyage, j'avais passé par bien des étonnements. Je devais me croire à l'abri des surprises, et blasé sur tout émerveillement. Cependant, à la vue de ces deux lettres gravées là depuis 300 ans, je demeurais dans un ébahissement voisin de la stupidité. À moins d'être d'une insigne mauvaise foi, je ne pouvais plus mettre en doute l'existence du voyageur et la réalité de son voyage. Pendant que ces réflexions tourbillonnaient dans ma tête, le professeur Lindenbrock se laissait aller à un accès un peu dithyrambique à l'endroit d'Arne Saknussemm. « Merveilleux génie !» s'écriait-il. « Tu n'as rien oublié de ce qui devait ouvrir à d'autres mortels les routes de l'écorce terrestre. Et tes semblables peuvent retrouver les traces que tes pieds ont laissées, il y a 3 siècles, au fond de ces souterrains obscurs. À d'autres regards que les tiens tu as réservé la contemplation de ces merveilles. Ton nom, gravé d'étape en étape, conduit droit à son but le voyageur assez audacieux pour te suivre. Et au centre même de notre planète, il se trouvera encore inscrit de ta propre main. Eh bien moi aussi, j'irai signer de mon nom cette dernière page de granit, mais que dès maintenant ce cap vu par toi près de cette mer découverte par toi soit à jamais appelé le cap Saknussemm. Voilà ce que j'entendis, ou à peu près, et je me sentis gagné par l'enthousiasme que respiraient ces paroles. Un feu intérieur se ranima dans ma poitrine. J'oubliai tout, et les dangers du voyage, et les périls du retour. Ce qu'un autre avait fait, je voulais le faire aussi, et rien de ce qui était humain ne me paraissait impossible. En avant, m'écriai-je. Je m'élançais déjà vers la sombre galerie, quand le professeur m'arrêta, et lui, l'homme des emportements, il me conseilla la patience et le sang-froid. Retournons d'abord vers Hans, dit-il, et ramenons le radeau à cette place. J'obéis à cet ordre, non sans déplaisir, et je me glissai rapidement au milieu des roches du rivage. Savez-vous, mon oncle, disais-je en marchant,
que nous avons été singulièrement servis par les circonstances jusqu'ici. Ah, tu trouves, Axel? Sans doute, et il n'est pas jusqu'à la tempête qui ne nous ait remis dans le droit chemin. Béni soit l'orage, il nous a ramenés à cette côte d'où le beau temps nous eût éloignés. Supposez un instant que nous eussions touché de notre proue les rivages méridionaux de la mer Lindenbrock, que serions-nous devenus? Le nom de Saknussemm n'aurait pas apparu à nos yeux, et maintenant nous serions abandonnés sur une plage sans issue. Oui, Axel, il y a quelque chose de providentiel à ce que, voguant vers le sud, nous soyons précisément revenus au nord et au cap Saknussemm. Je dois dire que c'est plus qu'étonnant, et il y a là un fait dont l'explication m'échappe absolument. Eh, qu'importe, il n'y a pas à expliquer les faits, mais à en profiter. Sans doute, mon garçon, mais nous allons reprendre la route du nord, passer sous les contrées septentrionales de l'Europe, la Suède, la Sibérie, que sais-je, au lieu de nous enfoncer sous les déserts de l'Afrique ou les flots de l'océan, et je ne veux pas en savoir davantage. Oui, Axel, tu as raison, et tout est pour le mieux, puisque nous abandonnons cette mer horizontale qui ne pouvait mener à rien. Nous allons descendre, encore descendre, et toujours descendre. Sais-tu bien que pour arriver au centre du globe, il n'y a plus que 1500 lieues à franchir? Bah, m'écriai-je, ce n'est vraiment pas la peine d'en parler. En route, en route! Ces discours insensés duraient encore quand nous rejoignîmes le chasseur. Tout était préparé pour un départ immédiat, pas un colis qui ne fût embarqué. Nous prîmes place sur le radeau et la voile hissée. Hans se dirigea en suivant la côte vers le cap Saknussemm. Le vent n'était pas favorable à un genre d'embarcation qui ne pouvait tenir le plus près. Aussi, en maints endroits, il fallut avancer à l'aide des bâtons ferrés. Souvent, les rochers, allongés à fleur d'eau, nous forcèrent à faire des détours assez longs. Enfin, après 3 heures de navigation, c'est-à-dire vers 6 heures du soir, on atteignait un endroit propice au débarquement. Je sautai à terre, suivi de mon oncle et de l'Islandais. Cette traversée ne m'avait pas calmé. Au contraire, je proposais même de brûler nos vaisseaux afin de nous couper toute retraite. Mais mon oncle s'y opposa, je le trouvais singulièrement tiède. Au moins, dis-je, partons sans perdre un instant. Oui, mon garçon, mais auparavant, examinons cette nouvelle galerie afin de savoir s'il faut préparer nos échelles. Mon oncle mit son appareil de Ruhmkorff en activité. Le radeau, attaché au rivage, fut laissé seul. D'ailleurs, l'ouverture de la galerie n'était pas à 20 pas de là, et notre petite troupe, moi en tête, s'y rendit sans retard. L'orifice à peu près circulaire présentait un diamètre de 5 pieds environ. Le sombre tunnel était taillé dans le roc vif et soigneusement alésé par les matières éruptives auxquelles il donnait autrefois passage. Sa partie inférieure effleurait le sol, de telle façon que l'on put y pénétrer sans aucune difficulté. Nous suivions un plan presque horizontal, quand au bout de 6 pas, notre marche fut interrompue par l'interposition d'un bloc énorme. Maudit rocher! M'écriai-je avec colère, en me voyant subitement arrêté par un obstacle infranchissable. Nous eûmes beau chercher à droite et à gauche, en bas et en haut, il n'existait aucun passage, aucune bifurcation. J'éprouvais un vif désappointement et je ne voulais pas admettre la réalité de l'obstacle. Je me baissai. Je regardais au-dessous du bloc. Nul interstice. Au-dessus, même barrière de granit. Hans porta la lumière de la lampe sur tous les points de la paroi, mais celle-ci n'offrait aucune solution de continuité. Il fallait renoncer à tout espoir de passer. Je m'étais assis sur le sol. Mon oncle arpentait le couloir à grands pas. Mais alors, Saknussemm m'écriai-je. Oui, fit mon oncle. A-t-il donc été arrêté par cette porte de pierre? Non, non, repris-je avec vivacité. Ce quartier de roc, par suite d'une secousse quelconque ou l'un de ces phénomènes magnétiques qui agitent l'écorce terrestre, a brusquement fermé ce passage. Bien des années se sont écoulées entre le retour de Saknussemm et la chute de ce bloc. N'est-il pas évident que cette galerie a été autrefois le chemin des laves, et qu'alors les matières éruptives y circulaient librement? Voyez, il y a des fissures récentes qui sillonnent ce plafond de granit. Il est fait de morceaux rapportés, de pierres énormes, comme si la main de quelque géant eût travaillé à cette substruction. Mais un jour, la poussée a été plus forte, et ce bloc, semblable à une clé de voûte qui manque, a glissé jusqu'au sol en obstruant tout passage. C'est un obstacle accidentel que Saknussemm n'a pas rencontré, et si nous ne le renversons pas, nous sommes indignes d'arriver au centre du monde. Voilà comment je parlais. L'âme du professeur avait passé tout entière en moi. Le génie des découvertes m'inspirait. J'oubliais le passé. Je dédaignais l'avenir. Rien n'existait plus pour moi à la surface de cette sphère au sein de laquelle je m'étais engouffré, ni les villes, ni les campagnes.
Ni Hambourg, ni Königstrasse, ni ma pauvre Graüben, qui devait me croire à jamais perdu dans les entrailles de la terre. Eh bien, reprit mon oncle, à coups de pioche, à coups de pic, faisons notre route, renversons ces murailles. C'est trop dur pour le pic, m'écriai-je. Alors la pioche. C'est trop long pour la pioche. Mais, eh bien, la poudre. La mine, minons et faisons sauter l'obstacle. La poudre. Oui, il ne s'agit que d'un bout de roc à briser. Hans, à l'ouvrage, s'écria mon oncle. L'Islandais retourna au radeau et revint bientôt avec un pic dont il se servit pour creuser un fourneau de mine. Ce n'était pas un mince travail, il s'agissait de faire un trou assez considérable pour contenir 50 livres de fulmi-coton dont la puissance expansive est 4 fois plus grande que celle de la poudre à canon. J'étais dans une prodigieuse surexcitation d'esprit. Pendant que Hans travaillait, j'aidai activement mon oncle à préparer une longue mèche faite avec de la poudre mouillée et renfermée dans un boyau de toile. Nous passerons, disais-je. Nous passerons, répétait mon oncle. À minuit, notre travail de mineur fut entièrement terminé. La charge de fulmi-coton se trouvait enfouie dans le fourneau, et la mèche, se déroulant à travers la galerie, venait aboutir au dehors. Une étincelle suffisait maintenant pour mettre ce formidable engin en activité. À demain, dit le professeur. Il fallut bien me résigner, et attendre encore, pendant 6 grandes heures.